Monsieur le Président, merci. Bonsoir à tous et à tous. Merci de rester aussi tard. Merci aussi à la DIM de me laisser la parole sur un sujet qui m'est cher, qui est le droit pénitentiaire, et qui est un sujet qui est trop souvent oublié, et qui est un sujet en friche, oublié parce qu'il est enserré souvent entre le temps pénal, avec les lumières du temps pénal, et puis de l'autre côté, entre le droit de l'exécution des peines, qui est un droit assez aride, et un droit en friche parce que c'est un droit récent, qui est quasiment exclusivement prétorien aujourd'hui. On trouve quelques dispositions éparses dans le code de procédure pénale, ou sinon dans la loi pénitentiaire, mais tout reste à construire et tout reste à faire. Et s'intéresser à ce sujet, c'est aussi un acte citoyen fort, de s'intéresser à ce qui peut se passer derrière les hauts murs de nos prisons, à Cesse, à Muret ou à Saint-Sulpice-la-Pointe pour ce qui vous concerne. Et je pense que c'est important de le faire, et je suis heureux de pouvoir le partager avec vous pendant un petit temps. J'essaierai d'être le plus bref possible. Pour le sujet qui nous intéresse ce soir, la nuit en prison, je pense qu'il est important de préciser pour commencer que la relation entre le temps qui s'écoule en prison et le droit applicable est très importante. Toute la journée d'une personne qui est incarcérée est quadrillée par l'administration pénitentiaire, de son lever le matin aux activités qu'elle a le droit de faire, au coucher le soir, à la distribution des repas. Le temps est quadrillé par des mesures d'ordre intérieur. Ça nous amène à nous poser 3 types de questions en ce qui concerne la nuit en prison. La première, c'est qu'est-ce que la nuit en prison? Quand est-ce qu'elle commence? Quand est-ce qu'elle se termine? La deuxième, c'est de savoir véritablement ce qu'il se passe la nuit en prison d'un point de vue juridique, quel est le droit applicable, et puis j'essaierai d'être le plus concret possible, la manière dont ça se déroule. Et enfin, d'étudier la nuit en prison par le prisme des droits et des libertés fondamentaux, dont on sait que c'est un vaste sujet quand on parle de prison. Sur une tentative de définition de ce qu'est la nuit en détention, aucun texte législatif ou réglementaire ne définit ce qu'est la nuit en prison. Comme beaucoup d'autres choses dans les établissements pénitentiaires, ce sont les mesures d'ordre intérieur qui vont définir, donc établissement par établissement, quand commence la nuit et quand elle va se terminer. Et ce n'est pas une question de jour ou de tombée du jour ou de lever du jour, c'est uniquement une action de l'administration pénitentiaire, une action positive qui va déterminer le début, le point de départ du régime juridique de nuit dans les établissements pénitentiaires, c'est la fermeture des cellules le soir. Distribution des repas, puis fermeture des cellules le soir. Le code de procédure pénale enserre le régime juridique de nuit dans les établissements pénitentiaires uniquement par les termes de coucher et de lever. Et donc c'est l'administration pénitentiaire, le chef d'établissement, qui va décider quand est-ce que ce coucher a lieu et quand est-ce que le lever des personnes détenues a lieu, généralement par le biais du règlement intérieur ou sinon par une décision. Et ça donne lieu nécessairement à des situations qui sont variables. Généralement, c'est entre 17h et 19h que la nuit commence en détention. Après la distribution des repas, je l'ai dit, et la fermeture des portes. Et le lever est généralement sonné vers 7h du matin. Une fois qu'on a déterminé à peu près quelle était cette période de nuit, je vous propose qu'on voit la manière dont ça se déroule. À la fois, c'est un peu théorique comme distinction, du côté des personnels pénitentiaires, qu'est-ce que ça change pour les personnels pénitentiaires d'être dans un régime de nuit, et de l'autre côté, pour les personnes détenues, qu'est-ce que ça change pour elles d'être dans un régime de nuit. Pour les personnels pénitentiaires, le service public pénitentiaire est un service public administratif classique. Il y a donc un principe de continuité. On le devine encore plus avec les objectifs de sécurité. Il y a donc une présence continue des personnels pénitentiaires au cours de la nuit pénitentiaire, mais avec des effectifs qui sont réduits. Ces effectifs réduits vont induire un resserrement des missions de l'administration pénitentiaire sur des missions uniquement de surveillance. C'est-à-dire que là où l'administration pénitentiaire, par la loi pénitentiaire de 2009, avait d'autres types de missions, la réinsertion, l'accompagnement des personnes incarcérées, la nuit, c'est uniquement une mission sécuritaire qui va être en jeu. Les surveillants pénitentiaires, indépendamment du fait qu'ils soient peu nombreux, sont aussi parfois absents. C'est le contrôleur général de lieu de privation de liberté qui le relève. Et leur mission va se limiter, ça c'est dans le code de procédure pénale, au contrôle de la présence effective des personnes détenues. Par différents types de modalités. Le plus courant est celui que la jurisprudence administrative retient, c'est simplement de passer dans les couloirs, dans les coursives, et de faire une écoute de ce qui peut se passer dans les cellules, savoir s'il n'y a pas de grabuge, sans forcément de contrôle à l'œilleton. Le contrôle à l'œilleton n'est pas exigé, donc c'est le petit trou dans la porte de la cellule, n'est pas exigé par la jurisprudence administrative.
Il a lieu souvent, mais il n'est pas exigé, et encore moins l'allumage des lumières. L'absence d'un nombre suffisant de personnel pénitentiaire impose aussi le fait que personne ne puisse entrer dans une cellule de détention la nuit sans la présence d'un gradé et sans motif impérieux tenant soit à la sécurité des personnes ou de l'établissement, soit pour des raisons de santé. Le principe est donc que dans les horaires que j'ai indiqués tout à l'heure, les personnes incarcérées sont dans leur cellule, les surveillants passent, si elles ont la décence de le faire, mettre des chaussons pour pas que les bruits de bottes fassent du bruit dans les coursives, et normalement c'est le régime de base. Si on s'intéresse maintenant aux personnes qui sont incarcérées et ce que ça change pour elles, le régime général, je l'ai dit, c'est l'encellulement de nuit. Encellulement qui ne peut excéder 12 heures, c'est le principe, et ça s'est posé dans les textes aussi. On voit dans les faits que parfois la nuit en prison dure plus longtemps que 12 heures. Alors il y a des motifs qui ont pu être évoqués divers et variés devant les juridictions administratives. Le fait que pour des raisons pratiques, on préfère remettre les détenus un petit peu plus tôt et puis les faire sortir un peu plus tard. Mais la jurisprudence est stricte, c'est 12 heures, pas une minute de plus ou de moins. Donc ça c'est pour le régime classique. Quand les personnes qui sont incarcérées vont manifester soit des comportements particuliers ou soit par la nature de leur incarcération, il peut y avoir des régimes d'incarcération de nuit qui sont différenciés. Ces régimes d'incarcération de nuit différenciés, ils sont de 2 ordres classiquement. Le premier, c'est en ce qui concerne la prévention du suicide, et le deuxième, c'est en ce qui concerne les détenus particulièrement signalés. Il y a 2 logiques différentes. Sur la prévention des suicides, c'est bien sûr une logique de protection pour la santé des personnes détenues, et en ce qui concerne les détenus particulièrement signalés, c'est une logique sécuritaire. Et les obligations qui en découlent pour l'administration pénitentiaire et pour l'État ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne la prévention du suicide, l'État est obligé de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes ne passent pas à l'acte suicidaire. À partir du moment où il y a eu une détection d'un sentiment suicidaire chez quelqu'un, que ce soit par un signalement du magistrat, des équipes médicales, si tant est que le secret médical ne s'y oppose pas, ou de la famille, etc., l'administration pénitentiaire doit, et particulièrement la nuit, prendre des mesures pour empêcher que la personne ne suicide. Ces mesures-là, ça peut être de renforcer les allées et venues, les rondes de nuit, ça peut être un contrôle à l'œilleton, si possible sans allumage de la lumière, parce que potentiellement une personne fragile psychologiquement, ça n'arrange pas les choses d'allumer la lumière en pleine nuit. Ça va être aussi et surtout, et ça c'est prévu dans le code de procédure pénale, de retirer les objets avec lesquels la personne pourrait se faire du mal. La jurisprudence a déjà considéré qu'une ceinture nécessairement était un objet à retirer. Les câbles de télé aussi, des personnes se sont suicidées avec des câbles de télé. Et l'État peut voir sa responsabilité engagée dans les juridictions administratives si jamais elle ne met pas ces mesures-là en œuvre. L'autre cas que j'ai évoqué, c'est pour les détenus particulièrement signalés. Là, on est dans une logique qui est sécuritaire. Les détenus particulièrement signalés ne doivent pas s'évader, pas plus que les autres, mais l'administration pénitentiaire doit mettre en œuvre, c'est en tout cas comme ça que c'est prévu dans les textes, des mesures particulières pour que ce ne soit pas le cas. Et là, les mesures qui peuvent être prises, c'est par exemple l'affectation à côté de Mirador, ça peut être des rondes aussi qui sont plus souvent faites, un allumage de la lumière, etc., etc., tout en sachant que là, nous ne sommes pas dans une obligation de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces régimes particuliers. Mais nous sommes dans un contrôle de proportionnalité. Il faut que l'administration pénitentiaire, quand elle met en œuvre des mesures particulières pour les DPS, détenus particulièrement signalés, le justifie expressément. On ne peut pas considérer qu'une personne est DPS et donc on va allumer la lumière la nuit, etc. Il faut le justifier par des faits précis. Voilà un peu sur la manière dont ça se passe, de manière extrêmement succincte et rapide. Et le dernier point que je souhaitais évoquer, mais ce n'est pas le moindre, c'est sur les droits fondamentaux qui peuvent être en jeu et qui sont en jeu la nuit et en détention. Le président Hollande est allé en maison d'arrêt de Villepinte, me semble-t-il, il y a quelques jours, et avant lui, le président Giscard d'Estaing était allé aussi dans les anciennes prisons de Lyon, Saint-Paul, Saint-Joseph, où il avait dit, c'est célèbre, où il avait dit la prison, la peine ne doit être qu'une simple privation de la liberté d'aller et venir, et pas d'autres droits ou libertés fondamentaux. Et on sait bien malheureusement que au gré des rapports associatifs, parlementaires, etc., que ça n'est pas le cas, que l'ensemble des droits et libertés fondamentaux sont mis en danger et bien souvent violés dans les établissements pénitentiaires. Et la nuit, les menaces qui pèsent sur ces droits et libertés fondamentaux sont accentuées. C'est notamment le droit à l'intégrité physique, puisque à la fois les rapports avec les autres codétenus peuvent être extrêmement violents, psychologiquement ou physiquement. A été évoqué tout à l'heure aussi l'état de salubrité des cellules.
On parlait de ce qui peut se passer en Russie ou en Bulgarie ou à Nouméa. Aujourd'hui, plus de 1600 personnes dorment sur des matelas au sol dans les prisons françaises, donc nécessairement à plus de 2, plus de 3, 4, 5 dans les cellules. On imagine bien que c'est pas évident pour dormir. Il y a eu l'exemple des baumettes avec les rats, les puces de lit ou autres cafards qui couraient la nuit. On a aussi en Outre-mer, il y avait Nouméa, mais en Guadeloupe, il y a des scolopendres qui sont ces espèces de grandes chenilles dégueulasses avec des mandibules qui obligent les gens à dormir sur les étagères. Voilà, c'est tout ce contexte-là aussi d'insalubrité des établissements pénitentiaires qui fait peser la nuit, le jour aussi, mais la nuit, sur les personnes incarcérées des risques très importants. Comme droits et libertés fondamentaux, on a aussi le maintien des liens familiaux qui est très compliqué en détention, on l'imagine, et qui la nuit est strictement inexistant. Il y a eu des propositions qui avaient été faites de permettre aux personnes détenues d'avoir des téléphones portables, puisque la plupart du temps, quand ils en ont irrégulièrement, c'est pour appeler leur famille et pas plus. Pour l'instant, on n'a rien de ce côté-là. Et puis pour en terminer aussi, on pourrait continuer longtemps sur ce sujet-là, le droit à la santé, puisque l'intervention des personnels de santé est très réduite dans les établissements pénitentiaires la nuit. Avant qu'une équipe de pompiers n'arrive, ne passe les portes, ne soit autorisée à rentrer, on imagine bien qu'il peut s'en passer des choses. De la même manière que ce que je disais tout à l'heure, des surveillants seuls ne peuvent pas rentrer, il faut qu'il y ait un gradé pour rentrer dans la cellule, donc tout ça prend du temps, et l'intégrité et la santé des personnes incarcérées est dangereusement mise en jeu la nuit aussi. Je terminerai juste par un peu de pub personnelle. Si ce sujet-là vous intéresse, on a créé une plateforme internationale qui s'appelle prison-insider.com, qui est un site internet sur les conditions d'incarcération dans le monde et que je vous invite à aller consulter. Je vous remercie pour votre attention.